Bonjour à tous. On va reparler de la Révolution française aujourd'hui. Si vous avez déjà eu l'occasion d'explorer ma chaîne, vous savez peut-être que j'avais commencé à enregistrer 3 vidéos sur le sujet, et ceci est la 4e. Mais comme ça fait déjà quelques semaines, je vais vous résumer le contenu des 3 premières rapidement pour que vous puissiez suivre facilement celle-ci. Mais bien sûr, pour plus de détails, si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre l'histoire depuis le début. Dans la première vidéo, je vous avais parlé des interprétations des différentes visions de la Révolution qui avaient existé et coexisté depuis 2 siècles. Et dans la 2e et la 3e, je vais commencer à vous présenter l'état de la France avant la Révolution et les premiers événements. Et je vous avais laissé fin 1789. Donc vous vous souvenez que la France d'avant la Révolution se caractérise par une crise à plusieurs niveaux, de façon un peu sous-jacente, une contestation de son système politique, de l'ancien régime, du pouvoir personnel du roi, également une contestation de son système économique qui est extrêmement morcelé, avec des législations qui sont différentes d'une région à l'autre, et énormément de blocages qui embêtent, qui perturbent l'ascension de la bourgeoisie française, qui a déjà été importante au XVIIIe siècle. Et puis des crises plus immédiates, une crise agricole, alimentaire, avec de mauvaises récoltes, et surtout une crise financière. L'État est au bord de la faillite, et c'est cet élément financier qui explique la convocation des États généraux en 1789. Les États généraux, cette assemblée qui représente la population du royaume à travers 3 ordres que sont la noblesse et le clergé, les ordres privilégiés, et un 3e ordre, le tiers-état, qui lui représente l'essentiel numériquement de la population. Lorsque les États généraux se réunissent, la situation se bloque assez rapidement, parce que les députés du tiers-état, qui sont des bourgeois et une classe moyenne éduquée, beaucoup d'avocats par exemple, espèrent des réformes politiques, sociales, économiques, dans un sens beaucoup plus libéral, avec des libertés individuelles, un pouvoir qui soit plus équilibré, et puis aussi un système économique plus rationnel. Mais les 2 autres ordres, le clergé ou la noblesse et le pouvoir royal, refusent toute discussion sur ce type de réforme et veulent essentiellement se centrer sur les solutions à trouver pour le problème financier. Si bien que, en quelques semaines, les députés du tiers-état, rejoints par quelques députés des 2 autres ordres, font une scission des États généraux
Ils se proclament Assemblée nationale, se considérant comme les représentants du peuple français, et commencent à faire une révolution légale, à rédiger une constitution. Ils produisent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors que, parallèlement à ces événements, il y a aussi une révolte de Paris qui est provoquée, entre autres, par le blocage des États généraux, mais également par la misère, par les problèmes d'alimentation de la capitale, par la répression, et qui conduit à un soulèvement, en particulier avec ce sommet du soulèvement qu'est la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Et c'est quelques mois après que je vous avais laissé. Alors, les derniers mois de 1789 et 1790 vont être consacrés à une œuvre de réforme de l'Assemblée nationale qui est énorme et sur laquelle il est intéressant de s'arrêter un petit peu. Une chose importante à comprendre pour interpréter toutes ces réformes, c'est, et j'avais déjà insisté là-dessus, qui sont ces députés de l'Assemblée nationale. Ce sont donc des bourgeois, des gens éduqués, plutôt ouverts au débat politique et aux idées des différents philosophes qui ont éclairé le XVIIIe siècle, et les décisions qu'ils vont prendre comportent une part d'idéaux, mais aussi sont le reflet de leurs valeurs et aussi de leurs intérêts. Leurs valeurs, elles sont essentiellement libérales, et j'entends libéral au sens politique et philosophique du terme, c'est-à-dire qu'ils veulent des libertés personnelles et des libertés économiques. Ils croient à l'individualisme déjà, là encore au sens philosophique du terme, parfois dans un sens un peu commun. Individualisme est vu comme un synonyme de égoïsme, mais c'est pas de ça dont on parle ici. L'individualisme, c'est une doctrine qui place l'individu en priorité et considère qu'il doit être libre par rapport à toutes les institutions ou la société, les institutions comme le gouvernement, comme la famille, comme l'Église, qui dans les sociétés traditionnelles sont plutôt placées au-dessus de l'individu. L'individualisme renverse cette perspective et considère que l'individu doit faire ses propres choix par rapport à ces contraintes qui s'exercent sur lui. Ils veulent aussi un système politique avec un équilibre des pouvoirs, ce qui a été théorisé notamment par Montesquieu au XVIIIe siècle, dans lequel il n'y a pas ce déséquilibre qu'on retrouve dans la monarchie absolue, avec la personne du roi qui dispose en fait d'autant de pouvoir qu'elle le souhaite, théoriquement. Et leurs valeurs ne sont pas seulement philosophiques et novatrices, c'est bien sûr des valeurs qui sont aussi ancrées dans leur époque et qui à certains égards nous paraissent conservatrices aujourd'hui. Par exemple, ils vont instaurer le droit de vote, mais on
va en exclure, sans même se poser la question, les femmes, parce que c'est une société et des représentants qui restent le reflet d'une société patriarcale. Ils sont par ailleurs attachés au concept de religion, pas forcément tant que ça à l'Église catholique, mais ils ne sont pas anti-religieux en général, et leur application des principes des droits de l'homme et du citoyen n'est pas forcément aussi universelle qu'elle se prétend. Par exemple, l'esclavage ne va pas être spécialement remis en cause à ce moment. Il le sera un peu plus tard. Parce qu'en fait, à côté des valeurs, il y a aussi des intérêts de ces députés de l'Assemblée nationale. Ce sont, pour leur très grande majorité, des gens qui sont plutôt favorisés économiquement et qui, à des degrés divers, sont des possédants. Ils ont des propriétés, et l'autre volet du libéralisme politique que j'évoquais auparavant, c'est le libéralisme économique. Leur intérêt, c'est de faire disparaître les entraves qui existaient au développement de leur commerce ou de leur industrie, et c'est largement à ça qu'ils vont s'atteler. Et c'est aussi de mettre en place une société certes beaucoup plus ouverte et libre qu'auparavant, mais avec des limites. Par exemple, au-delà du fait d'avoir écarté les femmes du droit de vote, on va aussi écarter tous les hommes qui ne payent pas d'impôts. Et quand le droit de vote va être mis en place, on va distinguer deux catégories de citoyens: ceux qui payent des impôts qu'on appelle les citoyens actifs et qui ont le droit de voter, et ceux qui n'en payent pas, qui seront des citoyens passifs. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, à cette époque, il y a à peu près 24 millions d'habitants en France. Si on enlève les femmes, il en reste 12. Et si on enlève les hommes trop jeunes pour voter ou non recensés, il reste à peu près 7 millions et demi d'hommes appelés à devenir des citoyens. Mais sur ces 7 millions et demi, il y en aura seulement à peu près 4,5 qui seront des citoyens actifs, parce qu'ils payent des impôts et ont des revenus suffisants, et puis 3 millions qui sont écartés du droit de vote. Comme quoi les hommes naissent libres et égaux en droit, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, mais ils ne le restent pas très longtemps s'ils ne sont pas suffisamment riches pour participer à la gestion, à la vie politique de la communauté nationale. Donc les principales réformes de cette assemblée, quelles sont-elles? Eh bien déjà, assez rapidement, on va saisir tous les biens de l'Église, du clergé, dans tout le territoire, qui sont déclarés biens nationaux et qui par la suite vont être vendus pour la plupart à des particuliers qui se trouvent appartenir plutôt aux mêmes groupes sociaux que les membres de l'Assemblée nationale. Je vous avais expliqué qu'un très grand bouleversement de la Révolution française, ça avait été une redistribution massive des cartes de la propriété du
voilà, on y est, on saisit les biens de l'Église qui sont absolument gigantesques. Par exemple, à Paris, il y a plus de la moitié de la ville, des terrains, des immeubles qui appartiennent au clergé. Tout ça est saisi et sera revendu par la suite. Une deuxième réforme considérable, ça va être la réforme administrative de la France. Comme je vous l'avais également expliqué, la France est morcelée en régions avec des circonscriptions diverses et variées qui sont empilées les unes sur les autres et qui sont le produit de l'histoire. Il y a ce qu'on appelle des généralités, des parlements, des diocèses. Il n'y a en fait aucune unité administrative. Tout est le fruit de l'histoire et d'une accumulation de droits qui ont été concédés au fil du temps. Et donc tout ça est remis à plat avec la création des départements qui subsistent encore aujourd'hui et l'unification de la loi qui devient la même sur tout le territoire. Et enfin, il y a des réformes économiques considérables qui vont dans le sens de plus de liberté. Dans le système de l'Ancien Régime, il y avait énormément d'entraves. C'était un système avec des privilèges royaux qui donnaient le droit à certains de produire telle ou telle chose, d'exercer telle ou telle activité économique. Il y avait des corporations par type de métier. Tout ça est supprimé et le droit à la libre entreprise est généralisé. Et enfin, il y a quelques lois qui servent de façon très transparente l'intérêt des bourgeois, en particulier la loi Le Chapelier, une loi qui sera votée en 1791 et qui interdit aux ouvriers de se rassembler, de former ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndicat, même si le concept n'existait pas à l'époque, sous peine de mort, et qui montre bien les conceptions que pouvaient avoir les membres de cette assemblée. Après, il ne faut pas être cynique non plus. Il y a véritablement une sincérité des idéaux, une volonté de réforme évidente dans le travail de l'Assemblée. Elle n'essaye pas de remplacer une forme de dictature par une autre, mais il y a, comme vous le voyez, beaucoup de limites à son travail. On va quand même exclure largement les classes les moins favorisées de la vie politique à travers le suffrage censitaire, celui qui ne donne le droit de vote qu'aux citoyens qui payent des impôts, et puis un certain nombre de conservatismes qui vont subsister. Pendant tout ce temps, que devient Louis XVI ? Eh bien, il désapprouve au fond de lui de façon très claire ce qu'il est en train de se passer, mais par son tempérament et compte tenu du peu de moyens dont il dispose pour s'y opposer, il va passer l'année 1790 et le début de 1791 à louvoyer, à essayer de voir comment les choses tournent avant de prendre position.
en apparence, mais largement sous la contrainte, il va accepter ces bouleversements. Par exemple, en juillet 1790, pour commémorer la prise de la Bastille, le 14 juillet, on organise une grande fête nationale, la fête de la Fédération. Et au cours de cet événement, Louis XVI et Marie-Antoinette également prêtent serment de respecter la nation et la loi. Donc, par cet acte, symboliquement entérine les bouleversements qui viennent d'avoir lieu. D'ailleurs, la figure du roi, pendant toute cette période, reste assez populaire. Il n'y a pas de rejet ni de la monarchie en général. La plupart des Français veulent évoluer vers une monarchie constitutionnelle, un régime qui fonctionnera mieux, mais il n'est pas encore question d'abattre la monarchie. Ce qui va marquer le début d'un processus de changement de cette opinion publique et qui va avoir des répercussions politiques considérables, c'est la tentative de fuite de Louis XVI et Marie-Antoinette en juin 1791, ce qu'on appelle la fuite de Varennes, ou les événements de Varennes. L'idée, c'est que Louis XVI désapprouvait fortement, malgré les apparences, toutes ces réformes et espérait le retour en arrière. Il y avait beaucoup d'émigrés de la noblesse qui étaient partis dans différents pays européens, mais en grande partie en Allemagne, à Coblence notamment. Et les souverains ont essayé de s'enfuir en espérant revenir plus tard, si possible avec une armée étrangère qui leur rendrait leur trône, leur autorité, et qui mettrait fin à cette révolution pour rapidement refermer la page. Mais ça se passe très mal, puisqu'ils se font prendre à Varennes, une ville de l'Est de la France, proche de Reims, et ils sont ramenés pitoyablement à Paris, ce qui va très fortement affecter l'image du roi, puisqu'on voit le souverain, qui est censé être le père de la nation, qui l'abandonne et qui semble jouer le jeu de l'étranger et qui trahit le serment qu'il a prêté. Cette place qu'il faut maintenant accorder à la monarchie, ça va très fortement diviser les principaux membres de l'Assemblée nationale et la scène politique, puisque il y a toute une frange qu'on pourrait appeler modérée, avec des personnes comme Lafayette, par exemple, qui était un ressortissant de la noblesse, mais qui avait épousé la première révolution, cette révolution libérale, qui, eux, sont tout à fait satisfaits du nouveau système qui s'est dessiné et qui voudrait rapidement en finir avec la révolution, remettre les choses en ordre avec ce nouveau système et faire place à une période de stabilité. Et puis il y a des révolutionnaires plus radicaux, des républicains de plus en plus nombreux, parmi eux des figures comme Danton, Marat, Robespierre, dont on reparlera beaucoup dans la prochaine vidéo. Et
en plus de cet épisode de Varennes qui est une vraie calamité pour la monarchie, la situation intérieure et extérieure se dégrade. Elle est de plus en plus perçue comme une menace pour la Révolution. À l'intérieur, parce que autant certains milieux et certaines grandes villes ont embrassé la Révolution, autant elle reste contestée, en particulier dans certaines régions comme la Vendée, dont je reparlerai également la prochaine fois. Et ce qui a beaucoup exacerbé les tensions, c'est le sort fait aux prêtres, à tous les membres du clergé, puisque les congrégations ont été dissoutes. Les congrégations, donc les ordres de moines et de moniales, les prêtres ont été transformés en fonctionnaires sans en référer au pape. Et pour la France profondément catholique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à digérer. Et puis également à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a ces émigrés de la noblesse qui se sont installés notamment en Allemagne, et puis les autres grands États européens, notamment l'Autriche ou la Prusse, également l'Angleterre, qui commencent à s'inquiéter de voir la France prendre une direction anti-monarchique ou connaître des troubles qui pourraient déborder ses frontières. Les deux puissances militaires principales sur le continent qui sont proches de la France, ce sont l'Autriche et la Prusse. Et à ce moment-là, en 1791, aucun des deux n'a très envie d'envisager un conflit avec la France, parce qu'ils sont occupés à se partager la Pologne. Et c'est pour cette raison qu'ils sont réunis dans la ville de Pillnitz, en Saxe, donc en Allemagne, pour négocier le partage d'une partie du territoire de la Pologne. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, la Pologne, qui avait été jusqu'au siècle précédent un grand royaume et une grande puissance en Europe, a décliné face à ses voisins, et trois empires, trois États, qui sont l'Autriche, la Prusse et la Russie, se sont en plusieurs fois partagé le territoire polonais. Et là, on est en pleine négociation entre la Prusse et l'Autriche pour un deuxième partage de la Pologne qui sera signé en 1793, et il y aura encore un troisième partage en 1795, cette fois, avec les trois pays, qui fera disparaître la Pologne de la carte pour plus d'un siècle, puisqu'elle ne réapparaîtra qu'après la Première Guerre mondiale. Mais donc, les deux États, l'Autriche et la Prusse, ont les yeux tournés vers la Pologne, c'est ça qui les intéresse, et donc n'ont pas envie d'envisager, au moins aussi rapidement, un conflit avec la France. Ceci dit, sous la pression des émigrés français notamment, et compte tenu de la situation de plus en plus délicate de Louis XVI, par solidarité monarchique, si on veut, ils vont quand même faire une déclaration, la déclaration de Pillnitz, qui avertit les révolutionnaires français de ne pas pousser le bouchon trop loin et de ménager
Louis XVI. Si bien que en France, cette déclaration est reçue comme une menace potentielle supplémentaire avec cette noblesse émigrée qui cherche à obtenir la guerre, et on le ressent confusément. Louis XVI, surtout après sa tentative de fuite, qui espère que la guerre va éclater, parce qu'il se dit que l'état de préparation de l'armée française étant mauvais, avec les cadres militaires qui étaient tous issus de la noblesse qui sont partis ou ne joueront pas le jeu, qu'une guerre devrait donc aboutir logiquement à une défaite de la France et à, paradoxalement, conforter son pouvoir, puisque ses différents homologues européens l'aideraient à le rétablir. Et donc, fin 1791 et début 1792, un débat virulent s'engage entre les tenants d'une guerre en France qui veulent déclarer la guerre à l'Autriche notamment pour plusieurs raisons: pour lutter contre cette menace extérieure et la faire disparaître, pour exporter la révolution en dehors de France, mais aussi avec des arrière-pensées économiques, parce que l'État se trouve à nouveau en difficulté financière, ou plutôt toujours en difficulté financière, et on aimerait bien profiter de campagnes à l'étranger pour saisir plus de richesses et de biens, notamment de biens du clergé qu'on pourrait transformer en biens nationaux pour maintenir ou sauver la situation financière. Et puis de l'autre côté, mais ils sont minoritaires, il y a les opposants à la guerre, là aussi pour des raisons idéologiques, considérant que la révolution doit rester pacifique, et également parce que il leur paraît plus pertinent de s'attaquer d'abord aux ennemis de l'intérieur, à ces menaces de la part des régions qui s'agitent et qui refusent de reconnaître le pouvoir de la nouvelle Assemblée. La Constitution a été terminée, donc on a élu en 1791 une nouvelle Assemblée nationale au suffrage censitaire, donc comme prévu par la Constitution, et ce sont les tenants de la guerre qui vont l'emporter. Et donc en avril 1792, alors qu'elle n'est pour le moment pas directement menacée, la France déclare la guerre à l'Autriche. Et cette guerre, quand elle est déclarée, personne ne peut sans doute imaginer qu'elle va durer pendant 23